Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon lundi, je vous souhaite un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui le 29 janvier pour aller faire un petit tour sur les news du jour. La vidéo s'appelle Vers une crise mondiale et la place des cryptos dans ce scénario-là. On va voir quelques news qui peuvent faire peur, on va essayer de se faire un petit peu peur, de s'imaginer parler un petit peu macro, parce que malheureusement il y a pas mal de news à passer dans ce côté-là, et on va essayer tout simplement de prévoir dans un cas compliqué, mondial, dans une crise mondiale, qu'est-ce que les cryptos pourraient faire, comment est-ce qu'elles vont réagir, et comment est-ce que nous on peut anticiper tout ça. On commence directement comme d'habitude avec la map des cryptos. On voit qu'aujourd'hui on est vraiment pas mal dans le rouge. Encore une fois, rien de trop alarmant, c'est normal, hein, le marché est plutôt bien rebondi il y a quelques jours. Ce qui est important, c'est que, à noter, le Bitcoin est bien repassé au-dessus des 40 000 dollars. On ira voir graphiquement ma petite analyse moyen terme. Et voilà, au niveau des 42 000 dollars, c'est pas mal. Les volumes sont assez faibles, mais encore une fois, c'est absolument normal, puisque on était le week-end. Et Ethereum, qui aussi a repris un petit peu de force. On commence directement, parce qu'on a pas mal de fenêtres à voir sur Twitter avec Good Value qui nous montre une semaine importante à venir dans les marchés, notre calendrier économique. Bah, j'avais pas vu, mais Whirlpool, c'est là où mon père travaillait, donc intéressant de l'avoir ici. Mais on a tous les résultats de toutes ces entreprises qui vont arriver pendant cette semaine et on a une semaine chargée. Alors je voulais pas passer parce que j'ai trop de fenêtres, mais on a aussi une semaine chargée au niveau des annonces des banques centrales. On a la BCE qui a parlé et on a pas tout de suite, mais bientôt aussi la Fed la réunion de la Fed. Ça va être le moment où Jérôme Powell va dire en fait ses interprétations des résultats économiques aux US quand il va juger par exemple l'inflation, les stocks de pétrole par exemple, parce que ça a un impact sur l'inflation, etc. Et selon son discours, les marchés vont commencer à anticiper si oui ou non il va commencer à baisser les taux en premier semestre, deuxième semestre, etc. Donc ça va être des annonces macroéconomiques qui sont importantes et il faut absolument les savoir et suivre les news lorsqu'on est investisseur, que ce soit sur les actions mais aussi sur les cryptos, parce que ça a un impact direct, tout simplement. Donc ça, voilà, on a des résultats à attendre au niveau des US. Ensuite, de l'autre côté du globe, on a pareil Good Value qui nous montre que Evergrande, je sais pas comment on le prononce, le plus gros promoteur immobilier chinois, s'écroule de moins 20% ce matin. Alors si vous avez suivi un petit peu les news durant 6 à 12 mois, vous savez que Evergrande, c'est le plus gros promoteur immobilier chinois. C'est un secteur qui est en crise majeure. Là-bas, et ça peut clairement, c'est pour ça que c'est le titre de la vidéo, hein, mais ça peut être la première pierre à tomber d'un énorme de tout l'écosystème, de toute la finance mondiale, de tout le domino, voilà, c'est le mot que je cherchais, de tout le domino qui peut tomber. Donc c'est un promoteur qui est surendetté. Il me semble qu'ils avaient déclaré faillite en 2023. Il y a quelques semaines aussi, on ne pouvait plus shorter l'action. Et là, ça va être la même chose. Je vais vous passer la news, mais ils ont refait ça ce coup ce matin. Il a raison de ce moins 20%, c'est qu'un tribunal de Hong Kong a décidé que la société devait être liquidée tout simplement. Et pourquoi est-ce que ça peut être systémique? Ouais, c'est le mot qu'on utilise. Ça peut être systémique, tout simplement parce que le créancier, tous les créanciers d'Evergrande peuvent ne jamais revoir la couleur de leur argent, et du coup, à leur tour, ils vont pas pouvoir rembourser leurs dettes, et machin, et ça fait vraiment un effet domino, et ça peut vraiment être assez grave. Donc voilà pour le côté de la Chine. Ensuite, on a Binance qui, bon, ça c'est anecdotique, hein, mais un petit tweet de AI, de l'intelligence artificielle qui serre la main au blockchain, et clairement, moi, pour une fois, je suis d'accord avec eux, mais c'est the perfect match. Je pense que la blockchain, le secteur qu'elle sert le mieux, en réalité, peut-être en un, c'est la société, parce qu'on ne le voit pas actuellement, hein, mais tout simplement, je pense que plus tard, on aura nos passeports, nos cartes d'identité, nos votes, tout ça, enfin, ça va être grâce à la blockchain, et donc c'est un rôle sociétal, je pense, la blockchain. Mais ensuite, on va dire, la narrative, le secteur où ça peut être extrêmement utile, c'est l'intelligence artificielle. Et donc là, j'ai mis un petit tweet là-dessus, et ensuite, les commentaires ont été inondés dans le bon sens du terme, hein, mais par des gens qui push Tao. Donc je pense que Binance ne va pas tarder un petit peu à la manière de Bybit à essayer de titiller la communauté de Tao, et pourquoi pas prédire et essayer de lister Tao pendant ce bull run là, ce qui serait extrêmement bullish bien évidemment. Ensuite, bon ça je vous la passerai plus tard, tant pis. Euh, la vidéo elle sortira aujourd'hui donc ne vous inquiétez pas. Ensuite on a un The Guardian qui nous sort un article
Data Gold Rush. Donc on a une sorte de ruée vers l'or par rapport à la data. Les compagnies qui avant n'étaient focus qu'à miner des cryptocurrencies, maintenant sont en train de pivoter pour miner et donner leurs ressources à de l'intelligence artificielle générative. Donc l'intelligence artificielle générative, c'est comme ChatGPT. C'est de l'output, c'est du texte. Et je pense que c'est clairement ce qui nous attend. Et c'est normal, hein, imaginez, vous êtes une société de minage, et bah vous avez de la puissance de calcul, vous allez chercher à miner de l'intelligence artificielle, parce que ça le vend en poupe, c'est plutôt la mode, et forcément vous allez chercher la rentabilité. Vous vous en foutez entre guillemets de ce que vous minez, tant que ça vous rapporte de l'argent, et actuellement ce qui rapporte le plus d'argent, et bah c'est l'intelligence artificielle. Donc raison de plus, c'est pour ça que je me positionne à fond sur tous les projets crypto. Ça peut être des Tao, tous ces grands mineurs ils vont pouvoir miner sur des subnets de Tao. Ça peut être du Cubic, je pense que c'est encore sous-évalué, et c'est clairement, ça répond clairement à ce besoin-là. Donc très intéressant, et je pense que c'est pas mal de suivre ce que ces grosses compagnies minières vont faire. Ensuite, encore une fois dans le thème du titre de la vidéo, on a la crise dans le Middle East, où il y a eu des soldats américains qui ont été tués par une attaque au drone, et on ne sait pas s'ils vont répondre ou pas. Alors je ne maîtrise pas à 100% toutes les news, parce qu'il y a trop de news, donc je n'arrive pas à tout suivre. Moi je suis majoritairement en crypto, mais je sais qu'il s'est passé, ouais, je sais qu'il y a une grosse tension, et à ça on peut ajouter la tension qu'il y a aux États-Unis, aux frontières des États-Unis, avec les guerres civiles dans les pays voisins aux États-Unis. Donc certains disent qu'ils n'ont pas le temps d'aller répondre. Moi je pense qu'ils ont tout le temps au monde. Ils ont, ils ont tous les armements, etc. Donc ils ont clairement la puissance de frappe pour être sur plusieurs fronts différents. Franchement, c'est une question qui est assez intéressante. Mais si ça dégénère, qu'est-ce qui se passe? Quel a été l'historique des marchés financiers lors des dernières crises? Évidemment, ça s'est pas très bien porté. Mais aussi, de ce que je sais, ça reprenait plutôt rapidement quand même. Donc ça me semble pas bête de garder un petit peu de cash au cas où ça dégénère. On a évidemment Gaza avec Israël. On sait pas, franchement, ça peut aller très vite. Comme ça, cet exemple, il illustre bien, je pense. Mais il suffit qu'il y ait une équipe, une escouade, une petite dizaine d'Américains, de Français qui soient tués. Et clairement, bah, ces pays-là vont être, pour affirmer leur puissance mondiale, vont être obligés de riposter. Et ça va clairement dégénérer. Parce que si un pays extrêmement développé, on va dire comme les États-Unis, mais commence à remettre tout leur focus sur des pays, sur des guerres, des tensions Middle East, il va y avoir beaucoup de morts et beaucoup d'activités, malheureusement, pessimistes, quoi. Donc, il faut faire attention à ça, il faut suivre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, ce que je vous disais tout à l'heure, avec Evergrande, mais la Chine qui suspend les prêts d'actions restreintes, donc simplement c'est pour shorter. Ils ont empêché voilà, de réduire les ventes et des couverts, de peur qu'il y ait une dégringolade, en fait, tout simplement des cours boursiers. Ensuite, on a les autorités finlandaises qui ont retracé les transactions en Monero liées au piratage de je ne sais pas quoi. Je trouve que le titre est trop aguicheur et il est faux. Euh, pour ceux qui suivent Twitter, vous suivez probablement Goku qui traite un peu les news. Pour ceux qui ne le suivent pas, bah, je vais vous le dire. Il avait simplement relayé la même news et beaucoup de personnes avaient peur et ça avait fait pas mal de buzz, normal hein, parce que regardez le titre, là il y a quelque chose qui vous titille normalement, mais les transactions en Monero ne peuvent pas être traçables et je ne peux pas dire ok c'est ce malfaiteur là qui a utilisé du Monero, c'est le principe. Ok, donc ça c'est faux. C'est comme si je disais, c'est dur tu vois, mais je sais pas, c'est comme si je mentais sur Satoshi Nakamoto juste pour attirer des clics quoi. Et donc en fait, c'est le hacker, il a simplement passé de Bitcoin à Monero, ensuite il est passé de Monero en Bitcoin, et pour retirer sur un exchange qui est KYC. Donc forcément, si tu retires sur un exchange qui est KYC, ben on va tout de suite te trouver Epelo. Donc c'est juste qu'il avait utilisé Monero dans ses transactions de fuite, mais c'est pas à cause de Monero qu'on a su de qui on parlait. Donc le titre est faux, et donc faites attention à toutes les news, il faut quand même toujours utiliser un filtre, et faire attention aux news qu'on lit. Ensuite, on a OpenSea, la plateforme qui déclare être ouverte d'esprit à l'idée d'un rachat selon son PDG. Ah bah, évidemment, tu es ouvert d'esprit parce que malheureusement pour OpenSea, mais ça ne fait que couler. Et je pense qu'ils se mordent les doigts. Je n'ai pas les news, je n'ai pas les datas, mais je pense que la différence entre la valo d'OpenSea en top de Bull Run en début 2022 et actuelle, je pense qu'elle est 20-30 fois supérieure, quoi. Donc ils doivent se mordre les doigts d'essayer de la vendre là, parce que là c'est clairement un appel à l'offre, hein, un appel d'offres, donc ça veut dire qu'ils n'ont même pas de demande. Je pense qu'ils sont un peu désespérés. Et clairement, s'ils avaient pris cette décision bah, un an et demi avant, ils auraient tous été multimillionnaires. Donc je pense que voilà, pas de chance pour eux, c'est très dommage. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont perdu énormément de parts de marché. Le marché des NFT est mort.
On a aussi Blur qui a pris beaucoup de parts de marché parce qu'ils ont fait des airdrops, ils ont leur token, etc. Donc pour OpenSea, c'est un peu compliqué. Après, normalement, peut-être avec le Bull Run, ça devrait un petit peu remonter, mais est-ce que ça va remonter autant que pendant 2022? Je ne pense pas. On verra en tout cas. Ensuite, graphiquement, on se retrouve directement avec le Bitcoin en daily. Pour l'instant, je vais laisser mon petit tracé pour voir si est-ce qu'on a eu raison ou pas de penser à un retracement A, B, C et venir vraiment chercher les 0,618, peut-être les 35 et peut-être une mèche au 32 000, pourquoi pas. Mais je vais laisser le tracé. Donc voilà, moi c'est mon scénario qu'on continue à chuter dans le moyen court terme, dans le court terme, pardon. Et si on fait un W comme ça et qu'on repart à la hausse, et ben je l'enlèverai et on saura qu'on a eu tort. Donc sinon au niveau BTC, bah rien de spécial, on a pris liquidité en bas du range. Je sais pas si vous arrivez à le voir. On a réintégré le range. Franchement, peu importe qui monte, qui baisse, là, l'analyse graphique ne va pas apporter une énorme plus-value. Moi, je fais mon DCA avec mes dernières cartouches de stablecoin. Là, il m'en reste vraiment plus beaucoup. Mais voilà, donc ça me va. On va voir ce que cette semaine pardon, nous donne. Peut-être qu'avec les bonnes nouvelles des marchés financiers, des entreprises américaines, ça peut pousser le cours à la hausse. Très possible. Je pense que ça va être pas mal lié à la macroéconomie. Et dans un cas, parce qu'en vrai, l'économie américaine se porte bien. Il y a peu d'inflation. Le discours de la Fed, les bonnes nouvelles des entreprises américaines, ça va tirer le cours à la hausse. Et d'un autre côté, on a un niveau macro, mais l'inverse, les conflits au Moyen-Orient, la guerre de Gaza, etc., qui peut plomber, faire un black swan complet au niveau des marchés financiers. Et ça aussi, faut être prêt. Hein. C'est un peu le but de la vidéo aussi, mais pourquoi est-ce que ce serait différent? Enfin, soyons prêts, ça se trouve, ça peut être comme durant le Covid, pourquoi pas. Et durant le Covid, on va les regarder tout de suite. Hein. On regarde un weekly, c'est plus rapide. Mais on s'est tapé un moins 65%. En 3 semaines, moins 65%. Donc c'est énormissime. Donc soyons prêts, franchement. Qui sait, ça se trouve, il y aura une guerre, etc. Il faudra pas paniquer, il faudra pas paniquer. Et c'est déjà mieux de commencer à l'accepter dès maintenant. On continue avec Tao. Tao qui nous a montré une force de frappe énormissime. Parce que quand tout le marché stagne, et bah, Tao a fait x2. Moi j'ai continué à rentrer. Bah, on est rentré ensemble, à vrai dire, sur le portefeuille dédié au 100K. Et donc moi, donc on est rentré au niveau de 200. Et bah, on est déjà quasiment à x2. Donc absolument exceptionnel. Alors que le marché, encore une fois, il ne se passe rien de spécial. Le seul hic que je pourrais trouver, c'est que malheureusement, là, on fait ce qu'on appelle un double top. Et un double top, c'est une figure qui est baissière. C'est un M. Hein. On fait un M. Et l'inverse, qui est bullish, c'est le W. Donc là, on fait un double top. J'aurais bien aimé que l'impulsion haussière casse un peu la TH et chercher les 450-500 pour vraiment continuer notre dynamique haussière, ensuite retracer et toujours continuer comme ça en dynamique haussière. Malheureusement là ce n'est pas le cas, on n'a pas réussi à péter la TH et niveau analyse graphique c'est pas top. Mais bon, je m'inquiète vraiment pas pour Tao, je pense qu'on le retrouvera plus jamais en dessous des 200, parce que là s'il redescend au niveau des 250, 200, il y a de grandes chances que des nouveaux investisseurs se positionnent. Imaginons vous, parce que j'ai eu quelques personnes dans le Telegram qui n'étaient pas assez ou pas encore positionnées sur Tao. Si vous voulez vous positionner, bah oui, vous n'êtes plus en avance, comme certains l'ont été il y a 6 mois, 1 an, mais c'est pas grave. Hein. Moi je pense qu'on a toujours un x10, x15 dans les pattes, largement, et donc vous pouvez tout simplement attendre un retracement sur la dernière semaine au niveau des $300 de Fibonacci. Des $300 tout court, pardon. Pourquoi? Parce que c'est entre les 0,5 et les 0,618 de Fibonacci. Et encore une fois, et si le Bitcoin retourne aux 32 000, bah là ça va être compliqué pour Tao, et je pense qu'on ira quand même au niveau des 200-250. Encore une fois, Polytrade qui est très intéressant, qui montre pas mal de force. Hein. On a cette trendline haussière qui continue de supporter encore et toujours. Elle résiste aux envahisseurs. Et là je suis allé en 4 heures, en plus petit time frame, pour dessiner cette petite figure de compression. Et si vous suivez la chaîne depuis quelques semaines, on avait exactement la même figure sur Tao, juste avant qu'on fasse notre plus 100%. Donc là, encore une fois, la même analyse, hein, on joue les stats, il y a plus de chances que ça se produise. Je suis déjà très bien positionné sur Polytrade, je ne pense pas en racheter, mais en tout cas, je ne vais pas en vendre. Et si vous voulez en acheter, ça me semble pas dégueu, pour commencer à initier votre petite ligne. Ensuite, on a Kaspa qui a réussi à regagner sa résistance, qui est désormais en tant que support. On voit ici, hein, je vais essayer de vous zoomer un petit peu ça. Voilà, on est revenu breakout, pullback sur ce support-là. Malheureusement, on s'est fait rejeter encore une fois par cette trendline qui est une trendline très long terme. On voit depuis novembre 2022, elle nous supporte parce que donc c'est vraiment parabolique. Hein. Mais donc c'est une grosse trendline, on a travaillé énormément de fois. Et donc là, malheureusement, elle fait office de résistance. Donc ça va être assez compliqué de la repasser.
à suivre, mais moi je pense que c'est quand même un bon cours pour racheter. Caspar, on est encore au niveau des moins 50%. Ça a retracé de 50%, ça me suffit. Et je pense que fondamentalement, c'est un projet exceptionnel. Donc je vais me repositionner sur Caspar encore. Euh, alors je suis déjà en x2 par exemple, hein. Mais c'est pas grave, c'est pas parce que je suis en x2 euh, que je vais pas arrêter d'en acheter. Je pense que c'est encore sous-évalué, donc je continue à en acheter. Et ensuite, ah oui, je voulais vous passer à Cash rapidement, que j'ai passé la dernière vidéo. Je vous disais simplement, je vous avais fait une analyse avec Stochastic RSI en disant que, en réponse à un commentaire, pour savoir si c'était le bon moment de se positionner ou pas, et que c'était un peu compliqué. Et donc là, c'est à peu près ce qu'on voit, hein. On voit qu'au niveau du RSI, on n'a toujours pas digéré. Et à cash, je l'attends un petit peu plus bas, où je rechargerai encore une fois si ça baisse. Je suis en gros gain sur la cash, mais malheureusement ma ligne est trop petite. Et donc je rechargerai. Autre crypto que je voulais passer, c'était Root Protocol. D'où l'avantage de mettre les petites cryptos avec des drapeaux. C'est les cryptos que je surveille à peu près tous les jours et sur lesquels je ne suis pas encore positionné parce que le graphique ne me plaît pas assez. Et Root, ça fait 2 semaines que je l'ai en violet et je voulais pas me positionner parce que le RSI en weekly était beaucoup trop haut. On était au niveau ici et heureusement que je l'ai pas fait parce que sinon j'aurais acheté et j'aurais été en perte de 50%. Mais donc le RSI ne reste jamais à des 80, etc. Ça redescend tout le temps. Et là on voit que ça commence à être très intéressant puisqu'on arrive au RSI weekly. Donc c'est pile poil ce que je voulais. Peut-être qu'on va attendre encore une petite semaine au niveau des 50. Donc je pense que je vais commencer ma ligne dans les jours qui arrivent et je continuerai dans la semaine qu'on attend, parce que là c'est des niveaux intéressants. Et ce qui s'est passé, c'est simplement la team qui a très mal communiqué en fonction d'un changement de leur tokenomics, et le token est passé de 7 à 4. On a connu un léger rebond, et là on est en train de rebaisser. Donc on avait un token qui s'est changé autour des 9$ tout le temps. Et bah là on a un gros discount parce qu'on est autour des 5$. Et je n'ai pas encore bien dig route, je sais pas de quoi ça parle, mais j'ai pas encore vraiment complètement dig pour mettre les sommes d'argent que je m'apprête à mettre. Donc voilà, c'est un des projets que je vais vous dig durant cette semaine parce que ça va faire partie de mes propres investissements. Voilà, la vidéo est déjà assez longue, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, de mettre un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Et je vous retrouve tout à l'heure pour une vidéo dossier très intéressante. Je vous dis ciao ciao.